Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je vous présente nos excuses. On est un petit peu en retard. On a joué de malchance et on a eu un petit souci technique. On espère qu'il va se résoudre durant l'événement et que ce sera plaisant pour vous. Donc, sans perdre plus d'une minute, bienvenue donc pour cet événement, pour notre webinaire autour du décret BACS et plus particulièrement faire son état des lieux, définir comment s'équiper et mettre en œuvre des décrets BACS. Juste avant de commencer, pour que ce soit plus confortable, toute une partie pour les questions sera conservée à la fin. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le module en bas à droite de votre écran questions et on prendra le temps d'y répondre par la suite. Bien naturellement, si des questions restent en suspens ou nécessitent un apport complémentaire, on s'engage à vous répondre dans les meilleurs délais, soit de façon individuelle si cela est nécessaire, soit de façon plus collective sous forme de foire à questions via notre site web. Tout au long de cette présentation, nous allons faire passer quelques questions de sondage auxquelles vous pouvez répondre. D'ailleurs, je vous invite à le faire. Premièrement, ça vous permet d'avoir quelque chose de plus ludique et d'interactif. Et deuxièmement, ça nous permet de mieux connaître vos besoins et vos attentes et de répondre de façon plus qualitative à vos enjeux. Donc, si vous êtes prêts, on va y aller. Donc, je ne suis pas toute seule aujourd'hui. Donc, nous sommes avec Fabrice Cross, responsable technique de la performance énergétique, Ludovic Gore, qui est référent technique CE, Ruben Louvel, qui est référent technique BACS, et Christelle Quignier, qui a travaillé avec l'ensemble de l'équipe pour le côté marketing et qui est en charge de toute la partie conseil pour le groupe APAV. Donc, à travers ce webinaire, dans une première partie, nous allons voir donc les exigences réglementaires du décret BACS. Dans une seconde partie, nous verrons comment faire le point sur l'existant et comment se projeter également, pourquoi faire un état des lieux et à quoi correspond le classement. Ensuite, nous verrons les points de vigilance importants ainsi que les conseils pour la mise en œuvre de BACS, l'inspection périodique et le contenu de l'inspection, l'éligibilité au CE, qui sont donc les certificats d'économie d'énergie, et le contrôle qui est associé, et bien naturellement l'accompagnement d'APAV tout au long de vos projets. Fabrice, je te laisse la parole. Merci Charlotte. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, on va commencer par définir qu'est-ce qu'on appelle un BACS. Alors, un BACS, c'est un acronyme en fait qui désigne un système de gestion automatique du bâtiment. C'est l'équivalent de ce qu'on appelle une GTB, une gestion technique de bâtiment, avec une fonctionnalité de suivi énergétique. Alors, concrètement, de quoi s'agit-il? Il s'agit de contrôler et de commander des systèmes techniques, le chauffage, la climatisation, la ventilation, l'eau chaude sanitaire, l'éclairage, de récupérer des données et de piloter. C'est-à-dire concrètement de contrôler le bon fonctionnement, par exemple, des systèmes qui sont connectés, de visualiser la température dans les différentes zones du bâtiment, etc. Alors, c'est un système, c'est ce qu'on voit sur le schéma qui est sur cette diapo qui est tiré du guide d'application du décret BACS, disponible sur le site du ministère. C'est un système en fait à 3 étages où vous avez un étage terrain avec des capteurs, des actionneurs, des compteurs, un étage automate qui traite l'information, qui contrôle et commande les systèmes techniques, qui pilote et qui récupère des données, et un 3e étage supervision qui permet le suivi énergétique de la performance de l'installation, l'analyse, l'enregistrement des données et aussi l'alerte en cas de dérive de cette performance. Alors, un point important, c'est que le BACS, c'est ce qu'on voit en haut dans le cadre, là à droite, il doit communiquer, enregistrer, traiter, agir et présenter. Et dans ces cinq fonctions, souvent on constate que les systèmes, eh bien, ils agissent et ils traitent et ils agissent. Ça, c'est ce que l'on constate. C'est en général très souvent le cas. C'est un peu moins souvent le cas qu'ils présentent, qu'ils enregistrent et qu'ils soient communicants. Donc ça, c'est une des fonctionnalités qui va être demandée par le décret BACS. Et on commence à voir, mais ça va être l'objet de ce webinaire, d'entrer un peu plus dans le détail de ce qui va être requis par le décret BACS sur ce sujet.
Alors, Charlotte, Alors, peut-être sur le... première question de sondage. Oui, merci Fabrice. Donc, on vous a soumis une question de sondage qui a été publiée à laquelle vous pouvez déjà commencer à répondre si ce n'est pas déjà fait. Premièrement, vos bâtiments tertiaires sont-ils déjà équipés d'un décret BAX? Donc, à cette question, vous avez 3 possibilités de réponse. Et deuxièmement, des travaux sur la mise en place d'un BAX sont-ils prévus prochainement? Voilà, je vous invite vivement à répondre parce que déjà, on pourra nous évaluer un petit peu les besoins et puis ça nous permettra de revenir vers vous avec des réponses qualifiées. Ok. Exigence Reprends la réglementaire. main, Charlotte. Oui, vas-y. Ok, merci. Donc là, dans cette, en fait, on va rappeler quel est l'objectif principal du décret BAX. L'objectif, c'est bien d'optimiser la performance énergétique des bâtiments. Cette exigence, bon, elle est commune à tous les propriétaires de bâtiments qui souhaitent réduire leur facture énergétique et leur impact environnemental. Cette exigence, elle provient d'une directive européenne qui a été transposée en droit français et qui modifie le code de la construction et de l'habitation. Et il y a donc deux obligations, si on veut, qui découlent de cette transposition. D'une part, pour les propriétaires, première obligation pour les propriétaires de systèmes techniques, de mettre en place un système d'automatisation et de contrôle sur les bâtiments tertiaires. Il s'agit bien des bâtiments tertiaires. Donc ça, c'est l'objet du décret BAX, le décret du 7 avril 2023. Et d'autre part, il y a une obligation de faire inspecter ces systèmes BAX périodiquement, selon des modalités qui sont définies par l'arrêté du 7 avril 2023. Donc c'est bien 2 obligations distinctes qu'on va détailler par la suite. En termes d'échéance, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce schéma, qui est lui aussi tiré du guide d'application du décret BAX? C'est que pour les bâtiments équipés d'un système de chauffage ou de climatisation de puissance supérieure à 290 kW, la mise en place d'un BAX est obligatoire à partir du 1er janvier 2025. Et pour les systèmes de chauffage ou de climatisation de puissance supérieure à 70 kW, cette mise en place est obligatoire à partir du 1er janvier 2027. Sachant que le décret s'applique aussi, bien entendu, aux constructions neuves et également aux modifications si on remplace un système de chauffage ou de climatisation existant. Alors, pour terminer cette introduction et avant de passer la parole à Ruben pour les aspects un peu plus techniques de cette réglementation, je voudrais rappeler quelles sont les fonctionnalités principales attendues d'un BAX. D'abord, suivre, enregistrer et analyser en continu par zone fonctionnelle, donc c'est-à-dire des zones dans lesquelles les usages sont homogènes, avec un pas de temps horaire, les consommations énergétiques par système et d'ajuster ces systèmes techniques en conséquence. Par ailleurs, il est demandé que les données soient conservées 5 ans à l'échelle mensuelle et les notions donc, que l'on voit là de suivi et d'ajustement sont décrites dans une norme de référence dont va parler Ruben juste après et qui est citée également dans le guide d'application du décret BAX. Deuxième fonctionnalité, situer l'efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence, détecter les pertes d'efficacité, par exemple des rendements trop faibles, ou une augmentation brutale de la consommation à besoin équivalent, etc., afin d'informer l'exploitant des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique. Troisième fonctionnalité, être interopérable avec les différents systèmes techniques. Donc là, le BAX, ce que l'on veut dire par là, c'est qu'il doit être en capacité de communiquer et d'interagir avec d'autres équipements ou systèmes, et il doit donc pour cela mettre en œuvre des échanges de données via des protocoles de communication standards ouverts. Et quatrième fonctionnalité, permettre une gestion autonome en mode manuel, c'est-à-dire en fait s'assurer que en cas d'arrêt du BAX, les installations peuvent continuer à fonctionner normalement. Voilà les fonctionnalités attendues d'un BAX
sur le plan de la réglementation. Je vais passer maintenant la parole à Ruben pour la partie projection, analyse de l'existant et projection dans le cadre de la conformité à cette réglementation. Merci Fabrice. Il y a un enjeu sur les GTB et sur l'existant. On a vu sur le planning que sur tout ce qui est bâtiment nouveau, les GTB en fait les exigences de décret BAC sont déjà applicables puisque prises en compte déjà dans la RE 2020, notamment sur la partie comptage. Par contre, il y a vraiment un enjeu sur la partie existante. On voit que beaucoup de systèmes tertiaires sont déjà équipés de gestion technique du bâtiment. Et donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? On voit que sur ce schéma ci-dessous, qui est aussi pris du guide d'application du décret BACS, vous avez plusieurs systèmes réglementaires, donc chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation, climatisation, éclairage, production d'énergie. Et ces systèmes vont devoir être raccordés au BACS s'ils existent. S'il n'y a pas de production d'énergie, la question ne se pose pas. Donc, qu'est-ce que je vais devoir faire? Premièrement, si ma climatisation n'est pas raccordée à un système BACS centralisé, ben déjà, il va falloir la raccorder. Là, c'est la partie simple. La partie qui est un petit peu plus compliquée, c'est pour les systèmes qui sont déjà raccordés. La question va se poser de savoir s'ils respectent la réglementation. Parce que dans les points qu'a évoqué Fabrice tout à l'heure, les points réglementaires, il y a des logiques de suivi énergétique, il y a des logiques de comptage, il y a des logiques de zones fonctionnelles, il y a des logiques d'ajustement en fonction du besoin. L'idée, c'est vraiment de produire la chaleur en bonne quantité et de l'amener au bon moment, au bon endroit. Et donc, il y a toute la question de voir si le BACS, en tout cas les parties de BACS existants que vous avez peut-être, respectent cette réglementation. Et donc, pour ça, il y a une norme dont on va parler tout à l'heure. Et donc, c'est important de savoir, de classer votre batterie existant pour les parties qui existent par rapport à cette norme, afin de savoir si vous respectez le décret BACS ou non. Il existe aussi des exemptions. Parce que faire évoluer un BACS, ça coûte, c'est des investissements qui sont très élevés généralement. Il y a des câbles à tirer, des automates à raccorder, etc. Alors le décret BACS prévoit des exemptions si le temps de retour pour le raccordement d'un système, donc là on ne parle pas à l'échelle globale de l'ensemble des systèmes, mais on parle pour un système, est supérieur à 10 ans. Par contre, et ça sera un des points qui sera vérifié lors des inspections périodiques, qui sont tous les 5 ans, il faudra pouvoir montrer cette étude qui va prouver l'exemption du système, ça sera un des points de contrôle. Bon. On peut être exempté si jamais le temps de retour de raccordement d'un système à un BACS est supérieur à 10 ans. Dans ce cas, on n'est plus soumis au décret BACS sur cette partie. Et il faudra garder cette étude pour la montrer lors des inspections périodiques. Donc, voilà, 2 sujets. Je raccorde les systèmes qui ne sont pas raccordés. Et sur ceux qui sont déjà raccordés, je regarde si ça respecte tous les points des exigences techniques du décret BACS. Donc, maintenant, on va voir comment on classe on évalue la classe des BACS existants. Alors, pour ça, vous avez une norme qui va classer les BACS. C'est une norme européenne, parce que c'est une ISO, mais elle est applicable en droit français. C'est la ISO 52120, qui date de 2022. Et qui va donner une lettre qui classifie la performance ou l'efficacité de votre BACS. Donc vous avez un classement A, B, C, D. D, on est sur des fonctions peu efficaces, et A, on est sur une performance énergétique élevée. Au niveau réglementaire, si on veut stricto sensus respecter la réglementation, il faudra au moins atteindre la classe C. Voilà. Sachant que la classe A et la classe B,
Si vous faites passer tout un système en classe A ou en classe B, vous aurez possibilité d'avoir des aides via les C2E. Ça, je laisserai Ludovic en parler plus tard. Pour la partie réglementaire, il faudra viser la classe C, sachant que dans le classement de la norme, comment ça marche derrière, on va regarder non pas juste la supervision, mais on va regarder tous les systèmes et leur régulation depuis la production, en passant par la distribution jusqu'à l'émission finale, la ventilation, etc. Donc sur le terrain, on va regarder la GTB, le système de chauffage, le système de climatisation, comment sont pilotés les réseaux primaires, quelles sont les lois d'eau, comment sont gérés les modes occupation-inoccupation. Tout ça, ça va être des points de contrôle de cette norme. Donc il y a une 50aine de points de contrôle dans cette norme. Et à chacun, pour chaque point de contrôle, il faudra qu'on réponde à un questionnaire. D'après la norme, la note la plus basse de chaque partie est la note retenue. C'est-à-dire que si vous avez un point qui est en D, sur la 50aine de points de contrôle, et ben, l'ensemble de l'usage sera en D, et du coup, votre bâtiment sera classé D. Donc, pour respecter la norme, il ne peut pas y avoir une seule fonctionnalité de classe D. Il faut être à minima de classe C pour l'ensemble des points de contrôle. Et on verra que le décret BACS aussi nous impose pour certains points d'être même de classe B ou de classe A pour certains points. Donc, c'est assez technique. Je vous donne juste un exemple sur la slide d'après. Parmi les 50 points, là, on en a tiré un. Par exemple, là, sur la gauche, vous avez la norme. Là, c'est sur la régulation de l'émission dans la pièce. Donc, on est vraiment côté utilisation. Si on veut une classe C, régulation individuelle par pièce. Pour avoir une classe B, régulation modulante individuelle avec communication avec la GTD. Donc votre norme va classer pas mal de points, une 50aine de points de contrôle où on va, en fonction de l'audit qu'on va faire sur site, vous dire si vous êtes en classe B, D, A, et si jamais vous êtes en classe D, vous aurez un plan d'action avec ce qu'il faut faire pour atteindre la classe réglementaire pour vous mettre en conformité. Voilà. C'est pour ça que je disais plus haut que ceux qui ont des BACS existants, c'est bien de faire un état des lieux pour voir votre BACS, est-ce qu'il respecte la réglementation ou pas, parce que sur le terrain, on voit que il y a quand même la majorité des BACS qui sont de classe D. Voilà. Les vendeurs vous vendent peut-être de la classe A, mais si sur site, les bonnes fonctions sont mal implémentées, au final, installé sur le terrain, on a une classe D qui ne respecte pas le décret BACS. Alors des fois, il faut pas grand-chose pour passer en classe C et respecter la réglementation. Donc ça, c'est l'état des lieux nécessaire pour faire le point de départ avant l'évolution de votre système. Ensuite, on a une deuxième obligation réglementaire qui est l'inspection périodique. Donc, première obligation réglementaire dont on a parlé jusqu'ici, c'est j'ai un BACS existant, est-ce qu'il respecte la réglementation? Oui, non. Sinon, le faire évoluer pour qu'il respecte la réglementation. Et deuxième obligation réglementaire, par l'arrêté du 7 avril, inspection périodique, tous les 5 ans, avec un certain nombre de points de contrôle que je vais vous présenter. Qui est concerné? Eh ben, c'est ceux qui vont avoir des BACS réglementaires. Donc, ça va être les propriétaires des équipements, les propriétaires, donc ça va être les propriétaires des bâtiments, les propriétaires des équipements, les syndicats de copropriété, etc. Quand est-ce que cette inspection est à faire? Les délais sont courts, puisque pour les BACS déjà installés, c'est avant le 1er janvier 2025. Donc volontairement, le délai a été fixé très court par le ministère. Et si jamais vous êtes sur un bâtiment neuf, c'est 2 ans après l'installation ou le remplacement d'un BACS. Alors sur cette partie-là, il faut faire attention parce que sur des BACS qui sont garantis 1 an, il vaut mieux faire l'inspection dans la première année, tant que vous avez encore la garantie,
euh, parce que du coup, vous pouvez revenir auprès de votre intégrateur ou du constructeur du BAX pour pouvoir faire quelques modifications avant que la garantie soit. Donc ça, d'ailleurs, c'est un point qui est en échange avec le ministère. Pour le moment, c'est écrit comme ça. Peut-être que ça changera. Voilà. Donc ça, c'est la première inspection. Et ensuite, vous avez une périodicité de contrôle à 5 ans. Donc ça sera une inspection quinquennale. Merci. Qu'est-ce qu'il y a dans l'inspection périodique? Vous allez avoir pas mal de vérifications documentaires. Donc on va récupérer les zones fonctionnelles par le bâtiment. On va récupérer les études d'exemption de raccordement des systèmes au BAX qui justifient un temps de retour inférieur à 10 ans. On va récupérer les analyses fonctionnelles. Donc, idéalement, l'enjeu, en fait, ça va être de vérifier que le BAX prévu est vraiment ce qui est implémenté sur site. Et donc, pour ça, il va falloir qu'on récupère peut-être des rapports de mise en service avec les consignes, les programmes horaires qui étaient prévus, avec les points de contrôle, les analyses fonctionnelles, voilà, des plans qui définissent les zones. Donc ça, c'est toute la partie documentaire. D'ailleurs, on a une deuxième partie du coup qui est la visite sur site où on va se mettre derrière votre BAX, votre GTD, et on va regarder les points de consigne. On va regarder sur le terrain tous les systèmes techniques qu'on a évoqués et vérifier que ça respecte bien les points de contrôle de l'inspection qui sont définis du coup dans cet arrêté du 7 avril. D'ailleurs, pour cette visite sur site, il va falloir qu'on soit accompagné par un sachant qui connaisse bien le BAX et les systèmes techniques. Sinon, on ne pourra pas voir grand-chose et faire le contrôle. Donc, c'est important qu'il y ait quelqu'un qui connaisse. D'ailleurs, suite au décret BAX, la réglementation a évolué et c'est écrit dans le code de la construction et de l'habitation qu'il y a une exigence à former une personne compétente sur le paramétrage du BAX. C'est l'article R175-5 du code de la construction et de l'habitation qui encadre du coup ce décret BAX. Donc visite sur site, on va regarder tous les systèmes, le suivi énergétique, et ensuite on vous fait un rapport avec les constats, les écarts qu'on a vus réglementaires, des propositions d'amélioration, de bon fonctionnement du système, avec plusieurs points d'attention particuliers. Donc, est-ce que les systèmes communiquent? Est-ce que c'est interopérable? Est-ce qu'on sait utiliser les langages interopérables? Quelles informations sont remontées? Est-ce que c'est juste des informations qui remontent ou est-ce que ça peut faire du pilotage? Parce qu'aujourd'hui, un BAX où il y a, par exemple, juste on récupère des informations de consigne, on ne peut pas les changer de manière centralisée depuis un BAX par réglementaire. Et est-ce que les systèmes permettent l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment? Donc ça va être des points d'attention lors de l'inspection périodique. Voilà. Je vais laisser la parole du coup à Ludovic sur la partie C2E, qui est un gros sujet aussi sur le sujet des BAX. Donc si vous voulez mettre des BAX de classe un peu plus performante. Merci Ruben. Bonjour à toutes et tous. Donc moi je vais vous parler de ce que vous pouvez avoir comme aide en fait pour la mise en place de BAX un peu plus performant que le minimum qui est donc la classe C. Et là dans le cas de mise en place de BAX de classe B ou A, vous pouvez avoir des aides financières via notamment les certificats d'économie d'énergie, et ce pour toutes les opérations engagées jusqu'au 1er janvier 2030. Donc vous voyez, vous avez encore un peu de temps. Le ministère de la Transition écologique a repoussé la date, ça devait être jusqu'au 1er janvier 2028, mais ils ont ajouté 2 ans de possibilités pour pouvoir vous faire aider financièrement pour l'installation de vos BAX. Mais pour cela, il faudra donc mettre en place des systèmes BAX un peu plus performants que le minimum exigé par le décret BAX, qui est la classe C. Et là, il faudra mettre en place du coup des équipements de classe B ou A. Donc tout est vu en fonction de la norme. Donc la fiche, puisque les aides C2E sont soumis par rapport à des fiches d'opérations standardisées, et la fiche d'opération standardisée concernée, c'est la BAT
STH 116. Elle concerne notamment les secteurs d'activité bureau, enseignement, commerce, hôtellerie, restauration et santé. Dans le cadre de l'enseignement, ça comprend également les amphithéâtres. Et dans le cadre du commerce, en fait, sont exclus les entrepôts logistiques, les entrepôts type frigorifique ou non, les locaux de stockage. Donc, toutes ces parties-là sont exclues. Le montant dépend du type de classe, donc classe B ou A. Le montant de l'aide dépend également de la zone géographique et dépend de la surface gérée par la GTB. À minima, il faut que l'usage chauffage soit pris en compte, mais bien sûr, dans le cadre des BACS, comme l'obligation vous impose de reprendre tous les systèmes dans la limite du temps de retour sur investissement inférieur à 10 ans. Donc, vous pouvez aussi avoir cette aide financière donc pour les usages chauffage, refroidissement, climatisation, ECS, éclairage et les auxiliaires. Donc, les auxiliaires, selon la norme, sont principalement les moteurs de ventilation ou la gestion des stores automatiques. Au niveau, donc, c'est cette mise en place. Les C2E, c'est donc les obligés, donc les fournisseurs d'énergie, qui sont obligés, comme leur nom l'indique, de participer à l'amélioration énergétique dans tous les domaines qu'on pourrait rencontrer. Donc ça va du résidentiel jusqu'au transport. Et donc, c'est leur participation qui vous permet d'avoir une aide financière. Ces opérations doivent être en partie contrôlées, donc contrôlées par un organisme agréé, accrédité par le COFRAC, comme APAF par exemple, entre autres. Et les contrôles ont lieu sur le lieu de l'opération, et le contrôle consiste à s'assurer que les points retenus permettent d'obtenir la classe B ou A. Si un point ne permet pas d'atteindre la classe B, toute l'installation est considérée comme non éligible et restera du coup en classe C. Donc voilà pour la petite présentation concernant les C2E et les conditions d'éligibilité et de contrôle. Donc je vais repasser la main à Fabrice. Merci Ludovic. Et merci à tous. Pour terminer la présentation, en guise de synthèse, en fait, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Premièrement, ne pas oublier l'objectif global de cette réglementation qui est d'améliorer la performance énergétique du bâtiment. Donc on a vu, on doit travailler par zone fonctionnelle. Le BACS doit être capable de situer l'efficacité énergétique, de détecter des dérives. Donc ça c'est un des objectifs qui est fixé, qui sont fixés à ces systèmes automatisés, on va dire. Mais tout ça ne se fera pas sans l'humain. C'est-à-dire, Ruben en a parlé, c'est-à-dire sont des personnes compétentes en charge du suivi énergétique, donc en gros sans un réel management de la performance sur le bâtiment. Effectivement, ça c'est aussi une obligation en parallèle de la mise en place de ces BACS, d'avoir chez l'exploitant une personne en capacité d'expliquer comment fonctionne le BACS et notamment à la personne qui sera en charge de l'inspection périodique. Donc ça, c'est le premier objectif général. Après, on a vu que mettre en œuvre un BACS qui respecte la réglementation au sens du guide d'application du décret BACS, c'est la classe C minimum, mais cela ne veut pas dire que certaines fonctionnalités ne devront pas être d'une classe supérieure à cette classe C.
pour respecter la réglementation. On l'a vu en particulier sur la partie gestion des points de consigne ou suivi de la performance énergétique. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans la partie analyse et état des lieux de l'existant pour le faire évoluer vers un système qui soit en capacité de réellement améliorer la performance énergétique du bâtiment, puisque c'est l'objectif. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, on a vu que l'inspection périodique sur le terrain en fait, ça doit être vu comme une vérification par une tierce partie indépendante. On va dire que sur le terrain, que les fonctionnalités du BACS, Ben en a parlé, sont bien effectives. C'est-à-dire que effectivement, on a bien programmé des consignes de température, des plages horaires qui correspondent à une analyse fonctionnelle qui a été réalisée et que c'est bien conforme sur le terrain à cette analyse fonctionnelle. Et ce qui suppose, et évidemment, j'insiste là-dessus, effectivement, on en a déjà parlé, qu'une personne compétente puisse montrer à la personne en charge de l'inspection comment le BACS fonctionne. Et ça, on l'a vu, c'est aussi une obligation du Code de la construction et de l'habitation. Je répète aussi, Ruben en a déjà parlé, mais que la première inspection, même si elle est exigible 2 ans après la mise en service, on vous recommande de la faire au plus tôt, après la mise en service, pour pouvoir effectivement bénéficier d'une éventuelle garantie si parfois l'inspection mettait en évidence des points d'amélioration possibles. Et quatrième point, Ludovic vient d'expliquer, il est possible aussi de bénéficier pour la mise en place de systèmes performants, de BACS plus performants, de soutien via le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Bon, les points principaux pour conclure, effectivement, APAV peut vous accompagner, on l'a vu, soit dans la mise en œuvre dans l'audit de l'existant, dans l'audit initial qui vous permet d'identifier où vous en êtes au niveau du BACS existant par rapport à une projection dans le futur et à un éventuel cahier des charges pour accéder soit à la conformité réglementaire, soit constater que tout est déjà OK, soit éventuellement accéder à des aides via le dispositif des C2E. Également en exploitation, d'intervenir dans le cadre de l'inspection périodique quinquennale, et puis aussi, comme on l'a vu, dans le cadre du contrôle réglementaire au titre du contrôle de la fiche BAC-TH 116, si vous y avez recours. J'en profite aussi pour indiquer que APAV est adhérent de l'association Alliance BACS, dont la mission en fait est de développer des outils pour faciliter l'application de cette réglementation. D'une part, c'est aussi cette association a aussi un rôle de conseil auprès du marché, pour préconiser des solutions techniques pertinentes. Donc, n'hésitez pas à consulter le site internet d'Alliance BACS pour aussi avoir des contacts et une meilleure connaissance des acteurs de cet écosystème. Je voudrais conclure quand même sur un point, c'est que même si vous avez un BACS très performant, une organisation adaptée, si jamais le paramétrage du BACS n'est pas en phase avec les objectifs de sobriété énergétique, eh bien, la baisse des consommations énergétiques ne sera quand même pas au rendez-vous. Donc, il ne faut pas oublier ce petit détail. Mais effectivement, le BACS, c'est un outil qui doit permettre d'améliorer l'efficacité énergétique, mais ne pas oublier l'humain et derrière la programmation et l'utilisation qu'on en fait, la bonne utilisation avec du personnel compétent. Et si je peux ajouter aussi, voilà. Fabrice. Oui. Oui.
je pense que c'est important de bien faire aussi l'état des lieux sur les bâtiments existants parce que on voit des intégrateurs qui vendent des bacs de classe A, mais sur site, c'est pas forcément bien implémenté, ou alors des systèmes qui existent depuis plusieurs années, voire des dizaines d'années sur le terrain, qui sont des GTB. Mais voilà, GTB, c'est le mot anglais pour BACS, mais c'est pas parce que j'ai une GTB que j'ai une GTB qui respecte la réglementation. On voit que la réglementation est assez exigeante sur la communication, l'interopérabilité, tout ce qui est suivi énergétique. Et donc, c'est aussi très important de faire cet état des lieux si vous avez des BACS existants pour savoir où vous en êtes et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour se mettre en conformité. Ce serait un peu le point de départ. Ok. Peut-être Charlotte, pour conclure sur nos... Alors, pour conclure, je me permettrai déjà, donc je vous remercie pour cette présentation. À toutes les personnes qui ont posé la question, je me permettrai de vous dire que non, le support PowerPoint ne sera pas envoyé. Toutefois, à l'issue du webinaire, vous allez recevoir le replay et également le lien pour télécharger notre guide pratique. Vous allez le recevoir par mail à l'issue. Je vous le publie également dans le chat. Comme ça, si vous êtes très impatient, vous pouvez y avoir accès dès maintenant. Et dans ce mail où vous aurez la possibilité de retrouver notre guide et notre support, eh bien, vous aurez tous les éléments à votre disposition. Hop. J'ai vu qu'il y avait plein de questions. Le sujet a passionné. Donc, je vous propose qu'on prenne un temps maintenant pour échanger ensemble. Tac. Et lors de la réponse aux questions, je me permettrai également de publier nos 2 dernières questions de sondage pour lesquelles également je vous invite à y répondre massivement. Première question, ce décret s'applique-t-il aussi à des bâtiments à usage mixte industriel et tertiaire? Donc, oui, ça s'applique à des bâtiments mixtes d'usage industriel et tertiaire. Par contre, sur la partie tertiaire, pas sur la partie industrielle. C'est-à-dire que si vous avez des bâtiments avec les 2 usages dans un même bâtiment, il faudra vérifier que la logique de 70 kW ou 290, donc c'est 70 en 2027 ou 290 en 2025, concerne bien votre partie tertiaire. Donc soit faire un calcul par un bureau d'études. Si vous avez une énorme usine et puis des petits bureaux, là, vous n'êtes pas soumis. Si par contre vos bureaux dépassent les 70 kW thermiques, là, vous serez soumis en 2027 et les 290 kW thermiques, vous serez soumis dès 2025. Ok. Alors, j'en profite, je rebondis. Les 290 kW, c'est l'ensemble des installations techniques du bâtiment ou est-ce par installation, par circuit réseau? Non, c'est la puissance cumulée, la puissance la plus importante entre la puissance cumulée pour le chauffage ou la puissance cumulée pour la clim. Voilà. Okay. C'est la puissance d'un usage, chauffage ou clim, en cumulé sur la production. D'accord, très bien. Est-ce que ce décret s'applique pour les bâtiments de stockage? Ça, je vais laisser Fabrice répondre. Les bâtiments de stockage... Oui, a priori, il n'y a pas d'exclusion sur cette typologie de bâtiment. Juste par rapport à la question précédente, c'est bien la somme, comme dit Ruben, le cumul du chaud ou du froid, mais sur un même bâtiment. C'est pas, on est dans une logique bâtiment et pas dans une logique réseau, puisque c'était un peu ça Tout à fait. Le sens de la question. Et du coup, si vous êtes connecté imaginons un réseau de chaleur, et que votre bâtiment est alimenté par une sous-station, on prend la puissance de la sous-station. De la sous-station, exactement. Ouais. Ok. Alors, question suivante. Bonjour. Donc, nous sommes une entreprise industrielle avec 2 bâtiments principaux, un bâtiment avec des bureaux. On est parti, forcément. Un bâtiment avec des bureaux. Attendez, parce qu'elle a sauté la question. Et un bâtiment pour la production, sommes-nous concernés? Voilà, merci. Ouais. Le bâtiment avec les bureaux, pour le coup, oui, sous réserve de dépasser le seuil de puissance.
Et le bâtiment pour la production, si c'est que de la production, non. Ok. Étant conforme au décret si deux systèmes cohabitent sans lien entre eux. Par exemple, un système de type GTC-GTB câblé par le CVC et un autre sous-réseau LO sans fil pour de l'éclairage. Alors la logique du coup du décret BAC, c'est que ça soit centralisé et interopérable, donc ça puisse communiquer entre eux. Si vous avez vraiment deux systèmes indépendants, il faudrait choisir soit un système mère qui va récupérer les deux et les centraliser, soit en faire remonter un sur l'autre. Ok. Autre question. Ce nouveau décret nous oblige à nous mettre en conformité sur l'ensemble de nos installations non équipées d'un BACS jusqu'à présent. Est-ce bien ça? Tout à fait. Si vous avez des systèmes ou même des bâtiments qui n'ont pas du tout de BACS et que vous dépassez les seuils, il va falloir mettre en place, implémenter un BACS qui respecte la réglementation ou prouver que si vous voulez vous en écarter, même si c'est pas l'objectif, mais si c'est beaucoup trop cher pour l'entreprise et que vous justifiez que le temps de retour sur investissement est supérieur à 10 ans, vous arrivez à le prouver par une étude, qu'on fait par ailleurs d'ailleurs, mais que d'autres font aussi, vous êtes exempté de cette obligation. Très bien. Quand on parle d'inspection, qui réalisera les inspections? Alors aujourd'hui, la réglementation ne fixe pas de cadre, on va dire, sur qui réalise ces inspections. On préconise que ce soit plutôt une tierce partie indépendante de la mise en œuvre des personnes qui ont mis en œuvre, des entreprises qui ont mis en œuvre le BACS, mais il n'y a pas de notion d'accréditation à date. Hein. Il est question que ça évolue quand même, mais pour l'instant, ces inspections ne sont pas limitatives en termes de... Il n'y a pas de notion d'accréditation. Ok. Oui, il y a des échanges avec le ministère justement pour que ça soit justement c'est pas... Mais pour le moment... Ça évoluera peut-être. Oui. D'accord, donc c'est amené à être statué de toute façon. Voilà. Oui. Ok, très bien. Y a-t-il une surface minimum? Ce que l'on dit est vrai à date, mais ça peut évoluer. Oui, tout évolue, donc c'est fort probable. Y a-t-il une surface minimum de bâtiment pour l'application du BACS? Alors le BACS, contrairement au décret tertiaire, n'a pas de seuil de soumission en fonction d'une surface. Donc on parle vraiment pas du tout en surface, mais plutôt en puissance d'installation thermique. Donc pas de notion de surface, non. Ok. Et est-ce que cette nouvelle norme ne s'appliquerait-elle que pour des installations supérieures à 70 kW? Tout à fait, ouais, c'est le seuil inférieur. D'accord. Ce qui ne veut pas dire que si vous êtes en dessous, vous ne pouvez pas quand même travailler sur votre GTB et votre BACS, mais en tout cas, vous n'avez pas d'obligation réglementaire. D'accord. Est-il possible d'obtenir la liste des points de contrôle? Alors, la liste des points de contrôle de l'arrêté sont publics, c'est directement dans l'arrêté du 7 avril que vous pouvez retrouver soit sur Internet, soit vous avez la référence dans les slides là. Voilà. Après, les points de contrôle par rapport à la norme, il faut télécharger la norme. Donc, il y en a un peu plus. Ok, très bien. Comment faire pour connaître des bureaux d'études capables de nous aider à chiffrer le montant de la mise en place BACS? Alors, il y a beaucoup de sociétés qui existaient et qui se sont montées, et puis des nouvelles qui se sont montées. Je pense que vous n'aurez pas de mal à trouver des sociétés pour vous accompagner. Nous, on peut le faire également, mais voilà, il y a beaucoup de monde qui peut le faire. Il y a un créneau, une opportunité réglementaire, comme avec le décret tertiaire, donc je pense que vous n'aurez aucun souci à trouver ça avec une recherche rapide sur Internet. D'accord. Okay. Si jamais vous voulez des contacts, on en a aussi. Mais... Très bien. Qui peut former sur ces installations?
Alors là, vous pouvez justement, je vous invite à aller sur le site d'Alliance Bax, où vous avez potentiellement des formations disponibles sur la connaissance de ces systèmes et de la norme. Alors, très bien. Donc, est-ce que les exigences du décret du 7 avril 2023 sont des points contrôlés en même temps que les contrôles relatifs à l'efficacité énergétique ou d'autres types de contrôles, type CVC, ICPE, ou est-ce qu'il s'agit d'un nouveau contrôle réglementaire en plus de ceux déjà existants? C'est un nouveau contrôle réglementaire en plus de ceux existants. Donc, ça veut dire effectivement pour nous, même si il y a certains contrôles qui sont les mêmes. Oui, vas-y Fabrice. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que on ne peut pas vraiment considérer que ce sont des contrôles supplémentaires, puisque quand on aura un BAX, on n'aura plus le BAX exemptera d'inspection de système thermodynamique ou de chaudière. Donc ça veut dire que ce sera pas véritablement des contrôles supplémentaires. C'est l'inspection périodique BAX se substituera à l'inspection périodique clim et ou chaudière. Sous réserve que le BAC soit réglementaire. Alors, et bien sûr, là, dans la question, il parle de contrôle périodique sur la 2910 ICPE. Là, il n'y aura pas d'exemption. Non, là, c'est encore un autre sujet. Je pense que dans la question, il s'agissait des contrôles relatifs à l'efficacité énergétique. Je pense qu'il s'agit bien des contrôles de type contrôle chaudière au titre de l'arrêté du 2 octobre 2009 ou des contrôles de système thermodynamique qui sont aujourd'hui exigés tous les 2 ou 3 ans ou 5 ans pour les systèmes thermodynamiques. C'est encore autre chose pour les ICPE 2910. Il y a aussi un contrôle périodique quinquennal, mais qui porte sur des installations plutôt de type industriel. Hein. Donc là, on est quand même dans le domaine tertiaire et donc on peut pas véritablement considérer que c'est des contrôles en plus, puisque l'inspection va se substituer aux inspections clim et chaudière. Mais tu as raison, Ruben, sous réserve que évidemment le BAC soit conforme aux exigences. D'accord, merci. Donc on a une question. Alors, mon établissement est sur 3 sites distants. Faut-il avoir un regroupement de contrôles regroupés? Faut-il regrouper les contrôles, je pense? Alors le contrôle se fait par bâtiment, donc s'il y a 3 bâtiments, 3 contrôles. Du coup, il y a 3 contrôles. Parfait. Sous réserve de dépasser les seuils, hein, toujours. Oui. Ok. Y a-t-il des aides pour les parties industrielles ou seulement pour la partie tertiaire? Donc là, les aides au niveau certificat d'économie d'énergie ne valent que pour la partie tertiaire. Donc toute la partie, les bâtiments tertiaires qui seraient inclus sur un site industriel. Donc on reprend que les surfaces des parties tertiaires. D'accord. Et qui peut accompagner sur les audits BAX? Est-ce qu'il faut une certification particulière des auditeurs ou y a-t-il des normes à respecter? Alors on peut vous accompagner, avec plaisir même. Est-ce qu'il faut une certification particulière des auditeurs? Non, c'est pas demandé dans la norme. Et y a-t-il des normes à respecter? Oui, la norme que j'ai présentée justement, la NF 52120, voilà, c'est cette norme qu'il va falloir respecter, qu'on couple aussi avec des points de contrôle supplémentaires du décret sur tout ce qui est suivi énergétique, interopérabilité. Ok. Quelles sont vos recommandations sur la manière de traiter un bâtiment à usage mixte, tertiaire et industriel, sur lequel il n'y a pas de sous-comptage? Alors, sur cette partie, s'il n'y a pas de sous-comptage, effectivement, on ne sait pas si c'est soumis ou pas. Du coup, on pourrait vous aider, enfin, c'est pas nous directement, mais il faudrait quand même avoir une étude qui prouve que la partie tertiaire est supérieure à ces 70 ou 290 kW.
Ça peut être fait de plusieurs manières. Mais si vous avez fait, si vous êtes une usine et que vous avez fait un bilan énergétique, par exemple, on peut se caler peut-être dessus. Il faut quand même arriver à prouver qu'on est soit bien en dessous, soit au-dessus du seuil. Donc, en se basant soit sur des audits qui ont déjà été faits, soit sur des nouveaux bilans énergétiques pour arriver à justifier ces puissances. Seulement sur la partie tertiaire, pour le coup. Ok. Et est-ce que les audits énergétiques obligatoires peuvent aider à déterminer les besoins en BAX? Ça Oui, dépend bien comment sûr. sont faits les audits, mais oui, bien sûr. Ouais. Oui, tout à fait. Oui. Ok, super. Il y avait une question aussi, Charlotte, que tu as sautée. Oui, en fait, je vais la reprendre. J'étais en train de redescendre. C'est parce que je l'ai sautée volontairement parce qu'elle était complètement en lien avec ce que tu disais. Je trouvais que c'était une suite logique. Mais on en avait une autre avant. À quel moment sont les contrôles à effectuer lors de la mise en place GTB avec CEE? Donc les contrôles dans le cadre des C2E sont réalisés à l'achèvement des travaux, donc après la mise en service de la GTB. Ok, super. Merci. Je parlais d'une autre question. Ah, t'en prends une autre, laquelle? Comment vos techniciens sont capables de faire les inspections sur des BACS sans connaissance de chaque système de supervision? Bien souvent, les responsables techniques dans les bâtiments ont des connaissances limitées du BACS et ne peuvent se substituer à votre inspecteur. Donc là, ce qu'on disait, c'est que c'est bien de récupérer les analyses fonctionnelles, les rapports de mise en service. Quand on les a pas, on se débrouille. Ce qu'on fait, c'est qu'on se met derrière le BACS et on passe du temps derrière votre BACS à voir tous les systèmes, tous les réglages, tous les paramètres, les points de consigne. C'est pas optimal, hein, c'est mieux quand même qu'on ait un accompagnement et des documents sur lesquels s'appuyer. Voilà. Puis il y a quand même une obligation, on en a parlé, de personnes compétentes. Oui. Donc ça met aussi le doigt, si c'est le cas, s'il y a vraiment personne en capacité de montrer à la personne en charge de l'inspection comment est programmé le BACS, eh ben c'est déjà un point qui est pas satisfaisant vis-à-vis des exigences réglementaires. Ok. Donc, quelles autres aides que le CE existent? PPE, ADEME, autres aides, partie tertiaire ou industrielle? Voilà. Alors l'ADEME, effectivement, donne beaucoup d'aides, mais je suis pas sûr que ça concerne les BACS directement. Non, je pense pas, non. Non. Pas à ma connaissance, en dehors des C2E, je ne pense pas qu'il y ait... Par contre, il y a, je crois, Ludovic, il y a aussi des aides via les C2E pour la mise en place de plans de comptage. Oui, il existe plusieurs aides, effectivement, qui peuvent être parallèles à la mise en place de la GTB. Voilà. Oui. Ouais. Mais qui ne sont pas directement liées à la GTB. Mais pas directement liées à la GTB, mais qui, pour la mise en place de compteurs, effectivement, vous pouvez aussi bénéficier de fiches C2E. Si par exemple, pour monter la classe de votre BACS, vous jouez sur les pompes et que vous mettez des pompes à vitesse variable, il y a des C2E qui sont possibles sur la partie. Oui, notamment aussi pour les systèmes de variation électronique sur les pompes, bien sûr, vous pouvez aussi prétendre à avoir des aides. Ok, on a une autre question sur les aides. Donc, on nous dit, les aides ne s'appliquent donc qu'aux bâtiments tertiaires. Aucune aide n'est possible pour les bâtiments à usage mixte, industriel et tertiaire. Alors, pour les bâtiments à usage mixte, c'est comme pour la mise en place des BACS. Hein, l'aide pour la mise en place d'une GTB se fera sur la partie tertiaire uniquement, donc en prenant en référence les surfaces chauffées ou refroidies, ou pour les autres usages liés uniquement à la partie tertiaire. Ok. Mais même mixte, en fait, on peut quand même avoir une aide pour la partie, pour les surfaces dédiées à la partie tertiaire. D'accord. Quel organisme peut former le personnel? Y a-t-il des prérequis, formation métier particulier?
Ça, je ne saurais pas dire. Bah, dans ces cas-là, on apportera une réponse, on fera des recherches, on apportera une réponse par la suite, pas de souci. Oui, sur la formation, je pense que vous pouvez aller trouver des informations utiles sur le site d'Alliance Bax. Alors, prochaine question. Il me semble que le système BACS est contrôlé lors de la vérification périodique, inspection périodique des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation, donc la puissance nominale utile est supérieure à 70 kW. Est-ce que nous sommes aussi soumis à la vérification du BACS? Donc, si vous avez un BACS qui est réglementaire, vous pouvez du coup faire cette inspection BACS qui est obligatoire et donc qui n'est pas la même que l'inspection périodique des systèmes supérieurs à 70 kW. Par contre, c'est sûr que si vous êtes déjà soumis à l'inspection périodique des systèmes supérieurs à 70 kW, vous dépassez le seuil. Et donc, une fois que vous aurez fait l'inspection BACS, enfin que vous aurez mis à niveau votre BACS existant et que vous aurez fait l'inspection BACS réglementaire, vous serez exempté de cette inspection clim. Alors, on arrive bientôt au terme de notre webinaire. Je vous propose qu'on prenne au moins une dernière question. Si lors de l'inspection, le système est classé en D, sous combien de temps devons-nous réaliser une nouvelle inspection? Alors, en fait, l'inspection ne va pas regarder la classe de votre BACS. C'est pour ça que je parlais du fait de réaliser la mission d'état des lieux avant. C'est-à-dire qu'il y a deux obligations réglementaires distinctes. Première inspection, réaliser, enfin, faire évoluer votre BACS pour respecter la réglementation, avec plein de points de contrôle, et ensuite l'inspection périodique. Et du coup, dans l'inspection périodique, les recommandations que vous aurez, c'est pas forcément par rapport à la classe du BACS, c'est d'autres qui sont marquées justement dans l'arrêté. Nous, on est obligé de se tenir à cet arrêté puisque c'est du coup réglementaire. Mais on va pas regarder le classement du BACS. Ça, c'est finalement vous qui allez devoir gérer les deux obligations réglementaires en même temps. Et voilà. Donc, une fois que vous avez fait l'inspection périodique, même s'il y a des recommandations, il n'y a pas d'obligation de mise en œuvre derrière. Et vous avez du coup 5 ans avant votre prochaine inspection périodique. Okay. Merci beaucoup Ruben. Bon voilà, on est arrivé au terme. Je vois qu'il reste encore beaucoup de questions en suspens. Donc nous allons prendre le temps d'y répondre et de vous apporter les réponses sous forme de foire à questions. Une nouvelle fois, au nom de l'équipe, je vous renouvelle nos excuses pour ce petit problème technique de début d'émission. On espère que ça n'a pas altéré la qualité de cet échange. En tout cas, nous, on vous remercie et on se tient à votre disposition pour tout besoin ou toute question. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Et puis, on vous dit à très bientôt pour un nouveau sujet. Bonne journée. Merci, bonne journée. Bonne journée à tous.